centaines de fois, ou de centaines de milliers de fois plus lumineuses que le Soleil. Vous oubliez la nuit sur les planètes qui habitent là-bas. Donc c'est quelque chose de très, très hors norme pour nous. Et vous avez des réserves de gaz pour 8 millions d'étoiles supplémentaires. Donc vous voyez que c'est une nurserie bien équipée et qui va pouvoir fonctionner, qui commence à fonctionner, et par ce jeu de perturbations mutuelles forme un tour de bras. Vous voyez que l'amas qui est ici, dans cette région un peu bleutée, comprend 550 étoiles plus massives que le Soleil. L'autre ici, c'est 80 étoiles. Je ne sais plus quelle est la distance de l'étoile de cette masse-là, la plus proche de la Terre, mais ça se compte dans pas mal d'années-lumière. Donc, on a une densité et une activité dans cette région-là qui est très importante. Donc, c'est pas la pire, il y a bien pire. Si un jour ça vous amuse, les amas riches d'étoiles dans la galaxie, il y a des choses... D'abord, ça fait des jolies photos, mais en plus, c'est vraiment assez extraordinaire. Donc, celle-ci est presque extraordinaire. Elle est remarquable, mais pas complètement extraordinaire. Il y a pire. Donc, vous voyez un zoom ici qui a été fait par l'équipe de Saclay avec Herschel. Donc ça, c'est l'amas bleuté de tout à l'heure. On a encore enlevé les étoiles. Et vous voyez tout ce gaz avec ces poches de... Là, ce que vous voyez, c'est les poussières qui sont dans le gaz. Et vous voyez que ces poussières sont chauffées, complètement malmenées par l'irradiation de toutes ces grandes étoiles qui sont enfouies là-dedans. Si vous voulez voir cette image, vous mettez sur Google, vous faites Herschel et vous faites le signe, Cygnus, et vous allez regarder cette image, vous pouvez la zoomer, parce que là je vous la montre entière pour avoir toute la région, mais vous pouvez zoomer, vous avez des colonnes, des comètes, c'est absolument extraordinaire cette image. Ils l'ont mise en très haute résolution sur le net, il faudra être patient pour la télécharger, mais elle est absolument magnifique. Donc cette région est étonnante, et vous la voyez ici, donc là je vous ai mis quelques étoiles en blanc, dans les plus massives, hein, uniquement celles qui étaient plus de 5 à 10 fois plus massives que le Soleil. Vous voyez des poches un peu partout. Et le grand amas d'étoiles, le Cygnus OB2 ici, ou le NGC machin là. Et ce que vous avez en rouge, ce sont ce qu'on appelle des fronts d'ionisation. C'est-à-dire que tous ces rayons ultraviolets envoyés par ces étoiles forcent les électrons à s'arracher des atomes dans le gaz environnant. Et on voit ici tous ces fronts d'électrons qui grignotent partout sur les nuages environnants, qui sont les nuages parents de ces étoiles. Et la surprise est arrivée de voir que dans cet environnement, on va donc, vous voyez cet ourlet ici, qui montre la zone d'influence des étoiles, vous voyez qu'en plein milieu, on avait un signal gamma important. Et ce signal gamma était comme bordé, vous voyez ici en silhouette, il est bordé par tous les contours de ce qui se passe là. J'avoue que quand j'ai vu la première fois pour cette image, j'ai enfin cru que Fermi ne disait pas de bêtises, parce que je me suis dit, je ne vois pas comment il saurait ce que les infrarouges ou la radio nous disent. Il n'y a pas de raison que les rayons gamma le sachent. Donc on est comme un cocon de tout ce gaz autour, avec tout complètement trituré à l'intérieur par les grandes étoiles, et c'est truffé de rayons gamma à l'intérieur. Donc le seul moyen, bon, on a fait des tests hein, bien sûr, mais le seul moyen d'expliquer ces rayons gamma, c'est de dire qu'on a une poche de rayons cosmiques, très jeune, très énergétique, qui habite là-dedans et qui est confinée là-dedans. Alors ça, c'était d'abord une surprise totale, parce que bon, on pensait que vous aviez des sources de rayons cosmiques, les ondes de choc, le jeu de ping-pong, et puis après, ils allaient se promener. Je vous ai montré des schémas où ils se baladaient un peu partout dans la galaxie. Ben là, cette région-là nous montre une chose, c'est qu'ils peuvent rester piégés aux alentours de leur zone de naissance pendant un certain temps. Alors ça, il y a des gens qui étaient très contents, notamment les gens de Voyager, et les équipes américaines autour de Voyager étaient ravies parce que ça expliquait une composition des rayons cosmiques qui les embête depuis des années. Et voilà la composition des rayons cosmiques, donc le nombre par élément, ici vous avez l'hydrogène, l'hélium, le carbone, etc., qui sont tous ici. Et vous voyez que par rapport à la composition solaire qui est en rouge, vous voyez qu'en bleu, la composition des rayons cosmiques est parfois semblable, mais il y a quand même des surabondances de certains noyaux très particuliers. Alors, les noyaux ici, lithium-bore, bon ça c'est normal, c'est parce que dans leur promenade dans la galaxie, ils font des réactions avec la matière interstellaire et ils ont cassé des atomes sur leur route et ça a donné des rayons cosmiques avec des noyaux peu massifs. Mais ces compositions ici sont bien embêtantes parce que ça veut dire que quelque part,
on avait enrichi les rayons cosmiques par rapport à la matière normale en métaux lourds, en fer, en magnésium, en aluminium, des choses comme ça. Et ça signait une chose, ça signait le fait que 20% de la matière des rayons cosmiques a été synthétisée par des étoiles massives 100 000 ans avant leur accélération. C'est tout ce que ça nous disait. Mais quand maintenant on fait le lien, qu'effectivement on a une poche de rayons cosmiques associée à toutes ces grandes étoiles massives qui nous fournissent la composition, on commence à faire le lien, de se dire les sources de rayons cosmiques habitent là où habitent les grandes étoiles massives. Et il y a un lien, comment dire, génétique, ou épigénétique au moins, entre les grandes étoiles massives, les restes de supernova bien sûr, mais la source des rayons cosmiques et surtout le lieu de jeunesse des rayons cosmiques. Donc c'est ce qu'on a trouvé et on était ravis de trouver ça, même si ça remet beaucoup de choses en question dans la balade des rayons cosmiques dans la galaxie ou dans d'autres galaxies. Vous voyez ici le grand nuage de Magellan, donc, qui est notre voisin, une galaxie satellite de la nôtre. Le grand nuage de Magellan ici, je crois que c'est en optique, je suis plus sûre. Non, c'est Herschel, pardon. C'est l'image de Herschel. Donc vous voyez les poussières. Vous avez cette zone ici, ça s'isole très rapidement, qui est une zone comme le Cygne, en bien pire, 30 Doradus, qui forme des étoiles à Tir-Larigot en ce moment, c'est un monstre. Et vous voyez cette image ici, donc, avec des centaines d'étoiles massives qui sont nées là-dedans en ce moment. Et vous voyez l'image de Fermi du grand nuage de Magellan. Comme par hasard, c'est cette poche-là qu'on repère en rayon gamma. Donc, et ça a un impact important, parce que il se trouve que les grands rayons cosmiques de haute énergie, je vous ai dit, ils volent de l'énergie à leurs accélérateurs, ça embête les accélérateurs pour un point de vue mécanique, pour aller former des étoiles, etc. Mais une fois que ces grands rayons cosmiques vont perdre de l'énergie dans la galaxie, ils deviennent des petits rayons cosmiques. Je dis petits parce qu'ils ont des centaines de millions d'électronvolts seulement. Et ce sont eux qui ont un impact extrêmement important d'ionisation de la matière interstellaire et donc de formation des molécules dans la matière interstellaire et de toute la chaîne d'enrichissement en molécules de la nature. Donc toute la chimie dont nous sommes les enfants passe par l'action des rayons cosmiques. Donc si vous arrosez cette matière de beaucoup de rayons cosmiques, ou au contraire pas beaucoup, vous n'allez pas du tout faire les mêmes molécules compliquées, l'eau, et toutes ces molécules qui nous sont arrivées par la formation des planètes sur Terre, toutes ces molécules complexes, les molécules de la chimie organique, les molécules d'eau, les molécules de gaz carbonique, les molécules d'ammoniac, sont toutes dues à l'action des rayons cosmiques en départ de la chaîne. Donc on est plusieurs dans le monde en ce moment à se dire, oui, mais on a peut-être complètement sous-estimé la formation des rayons cosmiques et l'impact des rayons cosmiques dans le grand déroulement de la matière. Il était une fois de l'hydrogène qui devient une matière complexe, mais aussi une matière enrichie chimiquement. Donc, et le fait qu'on commence tout juste à avoir des régions d'activité de formation d'étoiles qui nous renseignent sur le fait que les cosmiques sont peut-être beaucoup plus abondants dans ces secteurs-là, justement là où on forme les étoiles et les planètes, alors qu'ils le sont beaucoup moins ailleurs, on est peut-être en train de soulever le tapis, je l'espère en tout cas, parce que ça voudrait dire des choses intéressantes. Et là on le voit sur 30 Doradus dans le grand nuage de Magellan, et avec Fermi, on commence à apercevoir, mais malheureusement on n'ira pas beaucoup plus loin à cause de la sensibilité du télescope. Voilà une galaxie externe, M82, qui est une galaxie de flambée d'étoiles, il y a une interaction qui fait qu'on forme des étoiles très fortement. Et effectivement, désolé, c'est un schéma technique, mais on a l'impression, on commence à voir que plus il y a de formation d'étoiles, plus on voit de rayons cosmiques et de rayons gamma. Donc, mais personne n'a utilisé l'impact de ces rayons cosmiques pour savoir comment on va modifier la physique et la chimie du gaz de ces galaxies si on l'irradie complètement avec plein de particules de haute énergie. On ne devrait pas avoir les mêmes résultats. Ça commence seulement, c'est toute une branche qui va se mettre en place de calcul théorique dans les années à venir. Dernier petit phénomène, et surprise de Fermi, et j'arrêterai de vous embêter, c'est... Je ne pouvais pas quand même ne pas vous montrer un grand trou noir, c'est pas rigolo. Donc, comme je sortais de la galaxie, on allait voir la galaxie à flambée d'étoiles, la M82,
On va aller voir une autre galaxie qui n'est pas un flambé d'étoiles, mais qui est aussi exotique, parce que si vous la voyez ici, c'est Centaurus A, c'est quand même la galaxie active, c'est-à-dire qu'il y a un noyau central avec un grand trou noir qui est actif, qui est la plus proche de nous, donc évidemment la plus facile à observer, mais elle est quand même rigolote, parce que vous voyez ici, c'est quand même une elliptique. Une galaxie elliptique est censée ne plus avoir de gaz, sauf qu'elle a une belle bande de gaz qui obstrue le champ en plein milieu. Et si vous la regardez en infrarouge, il y a un petit bout de galaxie spirale à l'intérieur. Donc en fait, c'est une elliptique qui est en train de se construire à la faveur du cannibalisme de deux spirales qui ont dû s'emmêler ensemble pour fournir cet objet. Alors est-ce que c'est à la faveur de ce cannibalisme qu'on a donné à manger aux régions centrales et qu'on a injecté du gaz frais dans les régions centrales pour que le grand trou noir central fournisse de l'énergie et des jets? C'est possible, en tout cas c'est pas prouvé, mais c'est tentant de le faire. L'événement aurait eu lieu il y a 200 millions d'années. Donc vous voyez ici les grands jets. De toute façon, on donne quelque chose dans le trou noir central parce qu'il y en a une partie qui ressort sous forme de jets, en tout cas en ce moment, moins les quelques millions d'années qu'il a fallu pour que la lumière de la photo arrive. Ici, vous avez donc un montage avec plusieurs, de l'optique, de l'infrarouge proche, de l'infrarouge lointain. À droite, vous retrouvez la silhouette à la même échelle de la partie centrale de la galaxie. Et vous voyez le grand jet en radio, qui est en orangé ici. C'est-à-dire que vous allez plus loin dans ce grand jet. Ici, on perd sa trace. Entre parenthèses, vous avez une belle onde de choc ici. On perd sa trace, mais vous le voyez un peu plus loin en radio. Donc des électrons de milliards d'électronvolts à peu près qui se promènent là. Et puis tout ce qui est rosé ici, tout ça, c'est en rayon gamma. Donc probablement des électrons, encore que. Probablement des électrons, donc plutôt du milliard d'électronvolts qui sont là. Et la première surprise est arrivée, d'abord parce que c'est la première image gamma d'un objet extragalactique. C'était déjà quand même un exploit technique. Elle fait 10 degrés dans le ciel. Alors je me dis, comme exploit technique, Galilée aurait fait mieux s'il avait eu une lunette pour la voir à ce moment-là. Mais c'est quand même un exploit technique. La deuxième surprise, c'est que on s'est tous dit au départ, quand elle est arrivée l'image, oh bah, ce sont les électrons qui sont partis d'ici et qu'on voit simplement perdre leur énergie sur la route. La route est longue hein, quand même, ça, pour ceux qui sont au fond, ici, ce petit trait-là, ça fait 200 000 années-lumière. Donc vous avez un bon 500 000 années-lumière pour arriver au bout. Donc le trajet est long, mais vous avez le temps de perdre de l'énergie, vous pouvez voir les rayons gamma sur la route, et ben non. Les électrons qu'on voit ici n'ont pas pu arriver du trou noir parce qu'ils auraient déjà perdu leur énergie ici, ils ne seraient jamais arrivés jusqu'au bout. Donc, il y a quelque chose qui les réaccélère sur la route ou quelque chose qui les accélère au bout du jet. Peut-être l'onde de choc, mais ou autre chose. Vous voyez que les sujets se rebouclent. Hein. Quand vous étudiez l'accélération des particules par une onde de choc sur un de supernova, ça peut vous servir sur un jet de trou noir. Il se trouve aussi que quand vous regardez la direction d'arrivée dans le ciel des rayons cosmiques de plus haute énergie qu'on puisse détecter, ça c'est le fameux télescope Auger qui se trouve dans la Pampa argentine et qui détecte des rayons cosmiques, protons, de plus de 5-10 puissance 19 électronvolts. Donc là on change de catégorie, on n'est plus dans les milliards, on met plein de milliards bout à bout. Donc 10 milliards de milliards, et quand vous prenez ces événements, on en attrape un de temps en temps, quand vous les mettez ensemble, vous voyez qu'il y a une petite... Bon, d'abord, vous voyez qu'ici, une grande trace, ça c'est là où il y a le plus de galaxies dans le ciel. Alors c'est quand même pas extraordinaire que là où il y a plus d'activité de galaxies, il y a plus d'objets comme ça, mais il y a quand même un petit cocon là, une petite concentration. Devinez qui est derrière cette concentration? Elle. Donc... de se dire qu'ici, on voit des rayons gamma qui sont émis par un accélérateur qui se situe quelque part par là, et que d'un autre côté, les plus énergétiques des rayons cosmiques viendraient de Centaurus A. On va essayer de le prouver, bien sûr, mais ça prendra un petit peu plus de temps, mais c'est quand même tentant. Donc, et ça, c'était pour vous dire que la deuxième grosse découverte de Fermi, c'est que la galaxie fait la même chose, pour une raison qu'on ne savait pas. Vous avez ici l'image de Fermi, vous retrouvez la Voie lactée, prise avec des rayons gamma de plus de 10 GeV, c'est-à-dire 10 milliards d'électronvolts, donc la partie haute énergie de Fermi. Et vous voyez ces grandes
échapper. Alors c'est encore très à la Méliès, hein, c'est pas encore très précis, on n'a qu'à attendre. Les rayons gamma arrivent les uns derrière les autres, donc on va attendre 2 ans de plus, on aura une image mieux. Mais il se passe quelque chose de haute énergie s'échappe des pôles de notre galaxie. Ça c'est l'image de Fermi, l'image de Planck, les électrons, plus basse énergie, mais maintenant qu'ils y regardent à 2 fois, ils se disent tiens, il y a peut-être quelque chose aussi. L'image de WMAP. On a l'impression qu'on a peut-être une bulle. Alors voilà l'image de Fermi affreusement travaillée. Donc on n'en est pas là, mais vous imaginez qu'on commence à se demander s'il y a ça ou pas. Ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus près. S'il y avait un gros reste de supernova sur notre nez, c'est possible aussi. Donc il faut rester à l'écoute de Fermi au moins pendant 2-3 ans pour qu'on améliore encore les données. Il continue de tourner, donc il fait le travail pour nous. On observe la totalité du ciel toutes les 3 heures, donc il suffit d'attendre, hein, c'est pas difficile. Mais peut-être qu'on est comme Centaurus A, mais en beaucoup moins actif. Cela dit, on a une petite chance. Si vous revenez au mois de septembre l'année prochaine, voilà ce qui va se passer. Nous avons ici, je ne sais pas comment l'arrêter ce truc. On ne veut pas là. Je vais essayer de revenir en arrière. C'est pas facile. Donc, ce que vous avez ici, c'est... je vais carrément repartir là. C'est notre centre galactique. Alors, les grandes bulles qui s'échappent de Fermi sont peut-être venant du trou noir central. Hein. Peut-être, je mets énormément de bémols, on n'en a aucune preuve à l'heure actuelle. Ça pourrait être entre nous et le trou noir central. Évidemment, on a tous envie que ce soit le trou noir central qui éjecte des particules, en tout cas les régions autour du trou noir central. Mais il se trouve que le groupe de Munich de Reinhard Genzel et Gillesen a montré qu'il y a... D'abord, ils ont cartographié toutes ces étoiles en infrarouge proche, c'est un travail merveilleux qu'ils ont pu faire. Là, on est en train de faire un zoom microscopique angulairement autour du trou noir central. On voit toutes ces étoiles tourner autour de rien, donc on sait qu'il y a un trou noir au centre et on en connaît la masse grâce aux lois de Kepler. Et donc, mais ce qu'ils ont trouvé récemment, c'est qu'il y a un nuage qui s'approche. Et ce nuage a toutes les chances, non pas de se faire attraper, il va passer pas loin, il va passer à quelques heures-lumière, 24 heures-lumière d'après les derniers pronostics. Il va aller faire un petit tour ici, mais il va se faire désagréger par les forces de marée sur la route et il y a du gaz qui va tomber dans notre trou noir favori. C'est ce que symbolise ici cette animation. C'est pas une animation, il y a un calcul sérieux d'hydrodynamique derrière. Vous voyez que le nuage est déchiré par les forces de marée en s'approchant du trou noir. Il va survivre, mais il y en a un petit peu qui va être alimenté. Regardez les années qui tournent. Tout ça veut dire qu'à partir du mois de septembre, la rencontre la plus proche au passage au périhélie, au périastre, est prévue pour l'instant le 13 septembre 2013. Il raffine sans arrêt. Donc le 13 septembre, vous marquez sur vos agendas, il y aura peut-être de l'action. Cela dit, c'est arrivé il y a 25 000 ans déjà, hein, puisque le centre galactique est à 25 000 années-lumière de nous. Donc on ne fait que suivre l'action un peu plus tard. Mais regardez, jusqu'en 2043, on va peut-être avoir des grumeaux de gaz qui vont venir alimenter notre trou noir central favori et essayer de comprendre comment un trou noir arrive à activer des grands jets, à éjecter des grands jets. C'est un effet dynamo. Et cet effet dynamo est probablement apparenté très fortement à l'effet dynamo que je vous montrais sur les étoiles à neutrons tout à l'heure. Et vous retrouvez une boucle dans nos processus d'accélération. En comprenant les pulsars, on comprend mieux comment un grand trou noir peut accélérer des jets sous cette forme-là. Ici, parce qu'il y a un effet dynamo du champ magnétique autour du trou noir et de la matière qui tombe autour du trou noir. Et vous voyez ici le dernier film de Fermi. Encerclé dans chacun de ces cercles ici, vous avez un grand trou noir connu. Et vous voyez au fil du temps combien ces trous noirs s'activent, s'arrêtent, redémarrent, repartent. Ça n'arrête pas. Le petit truc qui passe ici, qui est en ce moment dehors, mais qui va passer, le voilà, c'est le soleil. C'est pas un trou noir qui se promène. Mais vous voyez combien c'est actif, combien ça n'arrête pas. On espère qu'à partir de 2013, notre trou noir en ce moment il ne fait rien, il est désespérant.
Donc on espère qu'à partir de 2013, on va l'agiter un petit peu et comprendre un petit peu mieux comment ça marche. Parce qu'on a quand même tous ces autres trous noirs que je vous ai montrés tout à l'heure, où on voit les jets, ils sont actifs, vous les voyez ici en réel, en activité, envoyant des bouffées de particules dans les jets, et non, on récupère la lumière afférente. Mais comment tout ça marche, on est bien très en panne pour le voir. Et c'est dommage parce qu'on observe ces grands trous noirs et cette activité de jet jusqu'à 12 milliards d'années-lumière de nous. Donc on a une capacité d'aller voir ce que font les tout jeunes grands trous noirs de l'univers, il y a 1 milliard d'années après le Big Bang, avec Fermi, mais sauf qu'il faut encore comprendre quelle est l'information qui nous envoie. Quelles particules, avec quel taux, quel rythme, quelles énergies, etc., etc., etc. Comme ça on comprendra un petit peu mieux s'ils ont un impact sur l'évolution de l'univers, ce que tout le monde croit à l'heure actuelle. Voilà un petit peu comment on boucle la boucle du pulsar en passant jusqu'au grand trou noir et la chimie en passant. Voilà un petit peu. Et je vous dis plein d'autres surprises en stock. J'ai pas de deuxième micro sans fil, alors je suppose si vous avez des questions, essayez de parler. Voilà. Je vais passer le micro pour ceux qui ont des questions. Moi j'en ai une. Vous parliez du programme pour découvrir des pulsars tout à l'heure. Vous en avez découvert vous-même sur votre PC en le faisant tourner? Non. Non, moi c'est très rare, c'est très rare. Ah non, c'est pas ça, c'est que moi je vais essayer de comprendre comment ils accélèrent, donc je me suis pas donné la peine. Ah, il y a des équipes qui font ça très bien, donc moi j'essaie de comprendre un petit peu comment le signal pulsé existe et pourquoi il est comme il est. Des questions?